de nous rester fidèles et surtout bienvenue dans cette émission Global Politique que nous avons encore l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Nous sommes avec vous chaque jour sur Congo France Télévisions et pour ces nouveaux numéros, nous allons encore parler politique. Comme vous le savez bien, l'Union sacrée est en train de continuer son bonhomme de chemin en RDC. L'Assemblée nationale a déjà effectué son rentrée depuis le 15 mars et déjà, nous avons vu que le calendrier a été voté et aujourd'hui, tout le monde a une idée de ce qui sera la session de mars. Nous allons aussi parler sur le développement des 145 territoires comme l'a annoncé le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi devant les élus nationaux et provinciaux. Processus électoral en RDC, on en parle au cours de cette émission. Bienvenue à tous. Bienvenue, honorable Jean-Charles Okoto. Bonsoir, camarade. Voilà, dès l'entrée des jeux, je pense que vous vous portez bien. Relativement bien, merci. En tant que Congolais, vous êtes déjà en train d'attendre la qualification de la République démocratique du Congo pour le mondial 2022. Non seulement en tant que Congolais, mais surtout en ma qualité d'être sportif. Et d'avoir été également 2 fois président du DCMP, donc il est tout à fait normal que je sois vraiment aux aguets pour ramener la victoire à la maison. Voilà. Je pense que nous allons parler sur ces questions-là, sur cette même question-là à la fin de l'émission. Nous allons parler politique. Vous avez été parmi les orateurs phares qui ont participé à la présentation du projet de 145 territoires en RDC. C'est quoi l'objectif principal de ce projet? Monsieur le journaliste, je crois que je peux vous renvoyer sur la décision que j'avais prise d'adhérer et de suivre la vision du chef de l'État. Entre autres, cela fait le refrain de ma décision. Parce que j'estime que le développement de ce pays doit venir de la base, vers le haut. Et ce projet de 145 territoires, c'est justement cela répond à l'attente de la population congolaise et surtout du gouvernement en place, parce que vous le vouliez ou pas, nous les parlementaires, de temps en temps, nous descendons pendant les vacances parlementaires dans nos chefs-lieux de province, dans nos chefs-lieux du territoire, mais ce qu'on constate est que parfois il n'y a pas un pont entre le gouvernement central et les entités décentralisées. Cela est traduit par un manque de proximité dans les pensées, dans les stratégies et même dans les décisions. La raison pour laquelle je crois que cette fois-ci, le chef de l'État, toujours sur son initiative, a pensé revenir à la source. Parce que quand vous arrivez, je disais, dans des milieux ruraux, vous allez trouver que les routes et les déserts agricoles sont pratiquement quasi impossibles aujourd'hui. La population, surtout la population de mon territoire, qui est appelée grenier agricole même du Kasaï, hier, ce territoire produisait autant de tonnes de café, autant de tonnes de coton, d'arachide, d'huile, autant parce que, comme je vous l'ai dit, comme étant un grenier. Mais aujourd'hui, la population s'est affaiblie. La population n'a plus le courage, même la volonté de travailler, parce qu'elle se limite maintenant à cultiver juste pour une consommation domestique. Parce que s'il produit plus, le surplus, il ne sait pas les évacuer. Le peuple s'arrête juste pour consommer ce qu'il a produit pour sa petite famille. Mais pour qu'il puisse produire plus comme il faisait avant, aujourd'hui, découragé, faute des routes des aides agricoles, faute plutôt des routes qui sont adéquates pour pouvoir évacuer le produit vers le lieu de la consommation ou de la vente. D'où aujourd'hui, ils sont restés en autarcie et les répercussions sont très néfastes sur le développement de ce pays. Mais revenir sur ce projet, je crois que ça va aider la population, et ça va motiver la population de travailler, de s'occuper pour les territoriaux, de s'occuper des routes et des aides agricoles et de suivre des semelles
tous les projets et la petite enveloppe financière qu'on va pouvoir doter dans chaque territoire. J'en reviens parce que j'ai salué cette stratégie, parce que je n'ai cessé de le dire. C'est peut-être par télépathie que le chef de l'État peut-être m'a suivi. Je prends l'exemple de l'Angola. L'Angola a connu la situation pareille à notre situation. L'Angola a connu la guerre, mais à un certain moment, il y a eu l'exode. Oui. Vous avez vu, dans la capitale, un monde fou, un boom démographique dans la capitale. Pourquoi? Parce que les autres ont fui, la population a fui la guerre, il n'y avait plus du travail, et à un moment, ils se sont retrouvés tous dans la capitale. Mais juste après la guerre, l'Angola s'est buté à un problème sérieux. Comment faire revenir cette population dans les milieux ruraux, dans leurs provinces respectives? L'Angola a trouvé une stratégie. D'abord, il a compris plutôt que c'est parce qu'il n'y a pas du travail à l'intérieur du pays. Ils ont pris une décision de doter toutes les banques commerciales. Beaucoup d'argent dans chaque province. Tout en donnant les instructions claires que les bénéficiaires, et en donnant aussi les instructions pour les crédits. Et les bénéficiaires de ce crédit, c'est seulement les opérateurs économiques opérant dans le milieu ruraux. Ce qui fait qu'à un certain moment, quand aujourd'hui vous avez un crédit d'1 million de dollars, vous créez votre unité de production, vous qui êtes maçon, vous qui êtes menuisier, vous qui êtes tôlier, une fois que vous apprenez qu'il y a telle société qui marche, je le prenais soin que d'appeler mon ami ou mon frère qui se trouve à Kinshasa. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Je chope. Viens, il y a une société qui vient d'être créée et voilà les conditions de travail. C'est comme ça qu'à un certain moment, la ville s'est dégagée, tout le monde est parti à l'intérieur parce qu'il y a l'argent, il y a du travail. Et c'est comme ça que l'Angola, un certain seuil, s'est organisé pour développer la ville. Quand vous allez arriver aujourd'hui en Angola, vous allez voir comment l'Angola est en train de se métamorphoser. Parallèlement, je crois qu'avec ce projet de 145 territoires, vous allez voir qu'il y aura un exode maintenant vers le milieu ruraux. Les gens vont aller trouver parce qu'il y aura l'argent là-bas, dans des territoires, parce qu'il y aura des projets, parce qu'il y aura un environnement sain qui peut permettre aux Congolais, à nos jeunes qui chôment ici à Kinshasa, quand bien même qu'ils ont étudié, ils ont le métier, ça va pouvoir aider de dégorger la ville vers l'intérieur. Et à ce moment-là, nous allons prendre soin également d'appliquer le Kinbobotu, Kinbopeto dans la capitale. Donc je salue vraiment ce projet de 145 territoires. Vous saluez ces projets, mais la grande question que la population se pose, est-ce que les gens qui dirigent, les gouverneurs, voire même l'Assemblée provinciale, est-ce qu'ils sont préparés pour amener ces projets à la réussite? Ben, je ne sais pas, monsieur le journaliste, à moins que vous soyez distrait. Pas plus tard qu'une semaine, je crois qu'il y a eu tous les gouverneurs ici en place. Oui. Ils se sont rencontrés avec le chef de l'État. Le chef de l'État a tracé sa ligne de conduite, a prodigué des conseils, même sur le plan de management. Je crois qu'ils ont eu quand même certaines idées. Oui. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a tous les députés provinciaux, chose qui n'a jamais été faite depuis que nous avons la souveraineté internationale. Donc les dépendances, c'est la première fois qu'on a vu tous les députés provinciaux venir ici et les associer au projet de 145 territoires. Cela pourquoi? C'est parce qu'on voudrait préparer déjà sur le plan mental, sur le plan de stratégie, sur le plan de l'exécution de ce projet, parce qu'il n'y aura pas de pardon. Vous savez pourquoi j'ai salué cette période et le gouvernement de Papa Etienne, non, Papa Félix, excusez-moi, moi c'est Papa Etienne, toujours dans ma tête, et ça coïncide et ça se marie parallèlement avec la période de Mzee. Parce que notre époque, quand nous sommes arrivés ici, vous volez l'argent de l'État, même si c'est un rang, vous êtes tout neuf. Il y a eu des audits dans toutes les entreprises et on n'épargnait personne. Et le chef de l'État, que vous soyez de sa famille, que vous soyez le plus proche, une fois que vous trempez dans ces genres de gymnastique, le lendemain, vous vous trouvez au Niouf. C'est pratiquement cette période encore avec son gouvernement, avec notre ami Sama Lokonde, le gouverneur.
comment il s'appelle encore notre ministre? Aligeti, Jules. Et on ne badine plus. Et c'est là que nous avons attiré l'attention des gouverneurs et surtout les députés provinciaux. Parce que le problème se trouve beaucoup au niveau de nos députés provinciaux. Si aujourd'hui il y a la déstabilisation des entités décentralisées, entre autres, il faut veiller aussi sur l'attention de nos députés provinciaux. Cette fois-ci, on ne les a pas éloignés, on les a invités, il y a eu des séminaires, il y a eu des ateliers, où eux-mêmes ont participé, ils ont donné des suggestions, parce qu'il ne faudrait pas émettre des idées, faire des projets sans pour autant associer les gens qui vont l'exécuter et les gens qui vont l'accompagner. En même temps, pour nous, les députés nationaux, nous avons été également associés dans ce genre de discussions, dans ces ateliers, pour que, sur le plan macro, sur le plan global, pour que nous tous, nous puissions suivre ce projet, parce qu'ici, il n'y aura plus de raison. Chacun, il y aura une compétition. Nous allons voir par après, faire l'évaluation, pour voir quel est le territoire qui a mieux exécuté son projet de 145 territoires. Et je voulais aussi suggérer au président de la République, le territoire qui serait le premier, il faudrait lui doter encore d'un autre fonds pour qu'il puisse donner l'exemple aux autres. Et les autres qui seront punis, parce que il ne faut pas jamais de tolérance. Les personnes, les autorités qui ne vont pas exécuter les instructions reçues, pas de pardon, de traduire en justice et devant le peuple. Vous avez parlé de Jules Aligeti. Pensez-vous que ce projet ne connaîtra pas ce que le projet 100 jours a connu avec le détournement de fonds? Puisqu'aujourd'hui, toute la population a envie de voir son territoire, le territoire aller de l'avant. Vous avez bien dit que vous avez salué et ça fait partie de vos décisions, c'est que vous avez motivé de voir que ces pays puissent aller de l'avant. Est-ce qu'on ne doit pas craindre la corruption ou encore le détournement des fonds dans ces projets aussi riches qu'on salue tous? Monsieur le journaliste, vous savez, parfois quand vous dites que nous sommes dans un pays riche, il faut quand même qu'on arrive à changer le discours. Nous vivons sur une terre qui est très riche, mais nous vivons pauvrement. Justement, c'est une panacée. C'est un palliatif qu'on voudrait maintenant raciner pour que nous puissions donner le sens de la vie à nos populations. Je ne sais pas, je venais à peine de vous le dire, que j'ai adhéré à l'Union sacrée, j'ai adhéré à la vision du chef de l'État. C'est parce que je sentais qu'il y avait le sous-baissement. Le sous-baissement, c'est quoi? C'est-à-dire lutter contre l'impunité, lutter contre les injustices, lutter contre tout ce qui est anti-valeur. Et je vous dis, ça s'est marié avec la période quand nous sommes arrivés avec l'AFDEL ici. Vous êtes encore peut-être le prétend de votre vie, mais à notre époque, pas plus de 5 personnes dans un taxi, pas d'anarchie, vous volez l'argent de l'État, vous êtes au mieux. Je venais de vous le dire, Domzé. Oui, vous nous avez expliqué. Alors, c'est ça que je voulais dire ici, que ça sera un exemple à suivre. Je crois que je m'adresse surtout à la population de chez moi et à tous les responsables, parce que là je parle maintenant en tant que responsable de PPRD Mosaïque à l'Union sacrée. Voilà. Que les députés provinciaux, il n'y aura plus de pardon. Nous étions habitués dans des combines politiques, dans des combines de trafic d'influence. Sachez bien que cette fois-ci, si vous n'exécutez pas littéralement les instructions que vous venez de suivre pendant ces 3 jours, sachez bien là où vous allez vous retrouver. Donc, à un certain moment, vous savez, monsieur le journaliste, parfois vous critiquez les Rwandais, les Ougandais et même les Angolais, mais il faut y aller. C'est ça que j'ai toujours dit. La démocratie, la démocratie entre guillemets, parce que c'est quelque chose que vous avez copié, qui ne répond pas à notre culture. Excuse-moi, je le dis franchement. La démocratie, ce n'est pas un fait de commencement. Ma lecture à moi, la démocratie, c'est un fait d'accomplissement. Regardez toutes les grandes puissances. Regardez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Les pays d'Europe et en Russie, les pays dont vous prétendez être trop développés. Regarde le carnage qui est en train de se passer. On vit aussi de tout le monde. Au XXIe siècle, où se trouve la démocratie aujourd'hui? Alors, c'est là où je vous dis, il faut quand même tous ces pays-là, les vieilles civilisations, ils ont commencé avec une dictature. Regardez les Américains avec les Indiens, regardez la Révolution française, regardez les Allemands, regardez. Donc ça a commencé avec
une politique forte, avec des institutions fortes, en d'autres termes, une petite... je ne sais pas, je préfère garder un œuf sur la langue. C'est ça qu'on recommande. Nous, à peine arrivés, à peine que nous avons opté, à peine que nous avons accepté le schéma qui n'est pas le nôtre, que vous appelez la démocratie, mais vous voulez vous comporter comme si c'est un fait d'accomplissement. Parce que eux, après cette dictature-là, après les institutions fortes, voilà, aujourd'hui, ils se sont stabilisés et c'est à ce moment-là qu'ils ont appelé la démocratie. Mais nous mettons les charrues avant le bœuf. C'est-à-dire que nous commençons avec une démocratie en retard et nous voulons nous comporter comme si c'était un fait d'accomplissement. Non, il faut, c'est là où je reviens, il faut des institutions fortes. Cette fois-ci, il faut une petite dictature sociale. Vous allez au Rwanda aujourd'hui, vous allez voir la discipline qui règne là-bas. Il n'y a pas d'impunité. Quand on vous dit qu'il y a des sachets, on dit à la société, monsieur, ne fabriquez plus de sachets. Quand on vous dit des bouteilles en plastique, on vous dit, il ne faut pas. Nous devons arriver à ça. Parce que si vous n'êtes pas dur, si vous n'êtes pas fort, je ne voudrais pas évoquer ici quand nous sommes arrivés, mais il faudrait vraiment que nous puissions revenir dans ces vieilles révolutions que nous avons. Nous sentons l'esprit de musée en vous, la détermination. Alors, nous allons quand même parler sur le processus électoral en RDC. Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que vous, de l'Union sacrée, vous êtes en train de vouloir bloquer la machine pour qu'il n'y ait pas les élections en 2023. Vous préparez le glissement. Jusque-là, la loi électorale n'est pas encore votée au niveau de l'Assemblée nationale. C'est comme si vous cherchez à ce que Tshisekedi puisse rester longtemps au pouvoir. Qu'est-ce qui sera la base aujourd'hui du blocage? Non, moi, je crois que c'est vous les journalistes. Parfois, il faudrait un coup de balai. Il faut un coup de balai. Et puis la population congolaise également. Moi, je déplore aussi le comportement de nos frères et sœurs, parce que je n'ai jamais cessé de déplorer. À chaque fois, je n'ai jamais vu un pays où on critique un chef de l'État comme ici. Je n'ai jamais vu un pays où on critique la première dame comme ici. Je n'ai jamais vu un pays où on ne fait jamais confiance aux institutions. Je n'ai jamais... On dirait que nous sommes dans la foire. Hier, c'est Kabila qu'on insultait pour chercher... Un glissement, Non, pour chercher un oiseau rare. L'oiseau rare arrive, on continue la même chanson, le même comportement. On ne sait pas ce qu'on veut, nous les Congolais. Je reviens à votre question. Vous dites que vous sentez que peut-être l'Union sacrée voudrait glisser. Je vous rappelle, pour un bref fait, la passation de pouvoir qui a eu lieu, dont je suis toujours salué et saboté par certains acteurs pour qu'il y ait rupture entre Félix et son frère Kabila. Cette passation de pouvoir qui est restée historique en Afrique, au pays et dans le monde entier, où les autres veulent maintenant s'imprégner de notre expérience. Cette passation de pouvoir, parce que nous sommes les premiers à avoir organisé les élections dans ce pays. Vous n'allez pas nous nier ceci. Et des deux, quand il y a eu passation de pouvoir, ce qui fait que les deux frères se sont bien concertés pour la continuité des élections. Donc il n'y aura jamais rupture. S'il y a eu glissement dans le pouvoir, dans le régime passé, je vous l'avoue qu'ici, il n'y a pas raison d'avoir le glissement. Moi d'ailleurs, je ne salue même pas les élections. L'élection, ce n'est pas une panacée. Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'enveloppe financière qu'on mette rien que pour les élections? Et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? On peut vous donner aujourd'hui 1 milliard, 2 milliards. Et si vous prenez les 2 milliards, vous les injectez dans le secteur économique, vous faites comme les Chinois, de prendre le pays, de rester à nos taxis. On dit laissez un peu nos minerais de côté, laissez un peu l'exploitation de tout. Focalisons nos efforts parce que nous représentons quand même un boom démographique de la population au sein de l'Afrique et même sur la superficie. Focalisons-nous dans l'agriculture. Pour qu'après qu'on fasse comme les Chinois, après 5 ans, 10 ans, on peut donner l'occasion encore à tous ces gens qui viennent nous voler d'exploiter les minerais, mais à ce moment-là, on aurait déjà résolu le problème du ventre. Je vous donne l'exemple de Kassese. Kanyama Kassese. Aujourd'hui, nous avons négligé tous ces gens qui étaient auprès du président Kabila. Ils ont négligé le projet de musée. Et aujourd'hui, c'est Félix qui est le premier à réhabiliter
Kanyamaka c'est. Et même la farine là, la farine là plutôt, et on baptise le nom sur le sac musée. Et si on avait continué, nous, qui étions des collaborateurs de Joseph Kabila, hier, si nous avions adopté le système de musée, que Félix est en train de raciner aujourd'hui, on serait trop loin aujourd'hui. Parce que pourquoi il n'y a même plus beaucoup de partis politiques dans son pays? Pourquoi il y a toujours des critiques? Pourquoi les gens ne cessent pas de parler et ne s'occupent pas de l'essentiel? C'est à cause de la faim. Hein? Un ventre affamé. La pointe d'oreille. Voilà. Donc d'où, je vous l'avoue, sincèrement, que loin l'idée de pouvoir glisser, parce qu'hier, on vous l'a dit, moi je fais partie plutôt de la commission paritaire. Hier, vous, les journalistes, parce que vous aussi, vous aidez beaucoup les politiciens à véhiculer des mensonges et des stratégies qui ne tiennent pas debout. Hier, vous avez dit qu'il n'y aura pas la CENI. La CENI est là. Je crois vous l'avoir dit, que l'opposition viendra. L'opposition n'est pas là. Et une opposition qui n'est pas appuyée par le FCC. Manara aujourd'hui n'est pas soutenu par Joseph Kabila et Némi Moulena. C'est une opposition qu'on accuse aujourd'hui de fabriquer par l'Union sacrée. Mon jeune frère, excuse-moi, moi qui vous parle ici, je ne suis pas du PPRD, mais je suis le cofondateur du PPRD. Ok, les Manara, ce sont des jeunes qui sont venus hier. Mais vous savez ce qu'il pesait au sein de son parti. Mais il ne faudrait pas, moi je n'entre pas dans cette gymnastique-là, de citer le nom du président sortant ou citer le nom du président entrant. Non, 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 je ne suis pas là. Mais une chose est vraie, et qu'aujourd'hui, la CENI est là. Elle est opérationnelle. Vous-même, le journaliste, vous dites que ce n'est pas l'opposition, l'opposition n'est pas représentée là-bas. Et vous-même, vous me posez la question que nous voulons glisser. Finalement, le journaliste, vous voulez quoi? La CENI est là. C'est complet, vous dites que ce n'est pas complet. Alors, c'est vous qui voulez plutôt le glissement. Parce qu'à ce moment-là, vous voulez qu'on choisisse, donnez-moi le nom d'un opposant qu'on voudrait remplacer à la place de Manara. Mais vous avez suivi quand même, Martin Fayulu l'a dit clairement, en écrivant même à l'Union africaine, pour qu'il y ait consensus, dialogue, envie d'installer un bureau responsable. Monsieur le journaliste, moi je suis un homme très discipliné. Vous avez vu que j'ai un petit sourire au coin de mes lèvres. Je ne voudrais pas citer les noms des gens ici parce que tout ça, ce sont mes jeunes frères, ce sont mes grands frères, ce sont les amis. Moi, je parle du principe. Ah, je ne vais pas citer les noms des gens ici. Une chose est vraie, la CENI est opérationnelle. Et je vous l'avoue qu'il n'y aura pas glissement, à moins qu'il y ait des raisons techniques au sein de la CENI. Mais la volonté politique de ce gouvernement est d'amener le peuple aux élections. Parce que vous le vouliez ou pas, c'est un schéma que nous avons tracé et c'est un schéma où personne ne peut le détourner. Nous devons aller impérativement aux élections. Il y a une personne juste en venant d'ici qui m'a posé la question. Vous allez tourner l'émission avec M. Jean-Charles Okoto? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, mais c'est un homme d'expérience. Il a beaucoup travaillé ici en RDC, voire même en Afrique et dans d'autres pays du monde. C'est une question qu'on vous a posée. Est-ce que vous avez le temps de partager votre expérience avec vos petits frères, comme vous venez à peine de dire, avec vos frères, envie de voir quand même cette société aller de l'avant. Puisque hier, on a accusé Joseph Kabila, vous venez à peine de le dire. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi, mais vous faites partie de piliers aujourd'hui de l'Union sacrée. Est-ce que votre expérience est mise en jeu pour que Tshisekedi ne soit pas accusé comme c'était hier avec Kabila? Je crois que les gens plus avertis disent que l'habitude ne déracine pas d'un clin d'œil. C'est tout un processus. Je crois que je n'ai rien à dicter au président Tshisekedi. Pour ma petite expérience, quand vous parlez de l'expérience, c'est la sommation des erreurs commises. C'est ce qui fait qu'on devient un peu expérimenté. Moi, je le dis tout simplement avec modestie, que je ne suis pas très expérimenté. Effectivement, je connais quand même de certaines étapes. Mais d'abord, Tshisekedi lui-même, amenant la lutte, je vous ai toujours dit, le papa de Joseph Kabila, son papa a lutté. Après la mort de Lumumba, il est allé dans le maquis. Pas comme les autres lumumbistes qui nous ont menti, qui ont participé même, qui ont mangé avec Mobutu. Lui s'est retiré dans le maquis et il est revenu juste pour libérer son pays. Il a souffert, même Joseph là. Aujourd'hui, il est né. Où est-ce qu'il est né? Même sa sœur. Où est-ce qu'ils sont nés? C'est dans les maquis.
Félix, papa a souffert. Toute sa vie, c'était dans la lutte pour libérer son pays. C'est pour vous dire, ces deux enfants-là, que les deux hommes ont produit, ce sont des enfants exceptionnels. Chacun a sa façon de travailler, chacun a sa manière de voir les choses, mais je vous l'avoue, Félix ne peut pas sacrifier la lutte de son papa, sa propre lutte, pour pouvoir aller dans le glissement. Le glissement, pourquoi? Parce que je sais comment on va gagner les élections demain. Alors, une chose est vraie, comme je l'ai toujours dit, nous perdons, avec le schéma que nous avons suivi de la démocratie, nous perdons énormément de moyens pour ce que vous appelez les élections. Hier, chez moi, il y a eu élection. On a dépensé beaucoup d'argent. Quelle est la solution aujourd'hui? L'argent là qu'on avait dépensé pour les élections, si on l'avait injecté dans le plan économique, si on l'avait injecté pour le développement de ce pays, on serait là aujourd'hui. Bref, je sais que vous êtes habitués, vous les Congolais, hein, vous les Africains surtout, sans réflexion, d'aboiter peut-être une expérience qui n'est pas la nôtre, c'est une copie, voyons voir, mais une chose est vraie, et que nous devons, à l'Union sacrée, nous sommes en train de nous organiser, nous sommes assez prêts pour pouvoir aller aux élections. Ce n'est pas pour rien que vous voyez, les jours et les jours, nous sommes tout le temps dans les réunions, et comme nous sommes en train de nous organiser pour la cause. Alors nous allons, avant de parler Sankoro, insécurité à l'Est, on va quand même dire un mot sur ça. Est-ce qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale joue valablement son rôle pour lutter contre cette insécurité à l'Est du pays? Je voulais vous poser la question, monsieur le journaliste, quel est le rôle de l'Assemblée? Ça nous de vous poser des questions, vous allez nous répondre. Vraiment notre rôle, vous êtes journaliste et vous observez. Oui. La décision qui a été prise, d'abord, le chef de l'État a dû consulter les deux chambres pour pouvoir prendre la décision à la situation qui guette aujourd'hui l'Est du pays. Je crois que cela a été voté au niveau de l'Assemblée. Autant vous dire que nous avons accompli notre devoir. Mais il ne faut pas demander aux députés d'aller prendre des armes. Nous votons des lois, nous nous organisons, nous observons, nous faisons des contrôles et nous émettons aussi des idées afin de pouvoir aider l'exécutif d'aller de l'avant. Et là, c'est sa complaisance. La situation de l'Est, je crois que vous avez suivi notre président de l'Assemblée et tous mes collègues parlementaires, tant au niveau de la Chambre haute qu'au niveau de la Chambre basse. Vous savez très bien que tout le monde est focalisé, tout le monde est mobilisé afin que nous trouvions la fin de tout ce qui se passe en Ituri et au Nord Kivu, sans oublier à l'Est en général. Mais comme vous avez posé la question particulièrement, il y a certaines actions. Vous savez, je suis diplomate de formation et de carrière. Il y a certaines choses que je ne peux pas oser le dire ici, sur le plateau de la télévision, mais je crois que le chef de l'État le sait, partout où on mettant la main pour pouvoir aider notre pays, tant sur le plan sécurité, je le fais. Et pourquoi? Parce que moi, je fais partie des gens qui ont résisté pour que Boujima ne tombe pas. Okay. Et cette expérience-là, j'essaie de partager avec mes frères du Nord Kivu et de l'Ituri pour leur donner des stratégies, comment nous avons résisté à la rébellion, comment nous avons résisté aux agresseurs qui ont voulu faire tomber Bujimaï. Et ça, cela, je crois que d'une façon particulière, je ne cesse pas de conjuguer les efforts parce que ce qui arrive, c'est comme ça que je salue aujourd'hui la plupart des partis politiques qui commencent à naître. Parce que vous conviendrez avec moi, les Kinois ici, même à Lubumbashi, même à Lodja, quand quelqu'un meurt au sud Kivu, vous voyez que nous aussi en train de danser le dombolo. Les gens, vous allez les trouver dans l'Inganda, vous allez au Sankou, vous allez trouver les gens en train de, au Kasaï, les Chichapa. Donc il n'y a pas une solidarité, on ne s'aime pas. Nous devons arriver à un certain seuil dès que quelqu'un meurt, qu'il soit dans un trou, mais que tout le monde soit sensibilisé, que tout le monde sente que absolument c'est un frère qui est parti. Regardez l'exemple des Ukrainiens. Comment il y a des femmes qui laissent tout pour aller prendre des armes pour défendre la patrie. C'est ça que nous sommes en train de conjuguer et l'union sacrée pour qu'il y ait cet amour entre nous les Congolais, pour qu'il n'y ait pas de division, des critiques constructives. Bienvenue. Mais tout ce qui est des trarara, oh, tel est allé mourir, le chef est souffrant, je crois que nous perdons énormément du temps, au lieu de nous focaliser, de suivre la vision du chef de l'État. Ce n'est pas un homme qui est éternel, après ces 2 mandats,
Hein, à moins que nous, les peuples, parce que je sais que s'il arrive à résoudre le problème de vente et qu'il résout le problème de l'insécurité, je crois que demain, c'est comme en Ouganda, c'est comme au Rwanda, on dit no change. C'est-à-dire, nous voulons cette personne. Et la personne est là, et dans l'air. En suivant vos propos, c'est comme si vous voulez que Félix Tshisekedi reste encore avec une bonne vision. Mais cependant, on vous a aussi condamné, vous de l'Union sacrée. Un jour ouvrable, un jeudi, vous allez accueillir un chef de l'État qui est revenu, puisque était malade. Vous ne pensez pas que quelque part vous vendez une mauvaise image, on va dire, le système Mobutu et enfin des retours, où on peut tout abandonner pour aller accueillir... Est-ce que le gouverneur de la ville avait demandé que la journée soit fériée? Tu as une preuve? Mais les institutions n'ont pas fonctionné, monsieur l'ambassadeur. Ce n'est pas une question des institutions. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes un fils qui appartient à une maman et un papa. Et vous, moi j'aurais cru que vous allez me poser une autre question. Que vous, les journalistes, quand est-ce que vous cesserez, parce que peut-être que quelqu'un va vous donner l'argent et que vous allez véhiculer du mensonge? Tout ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Aviez-vous pas honte? Et la volonté d'avouer, de passer même devant le chef de l'État, vous dire, to kosaki, to transmettre un message, yambutu fulani, azal puta, à kosaki. Il faut que cette honnêteté, que les gens arrivent. Aujourd'hui, quelqu'un revient en bonne santé, vous n'avez même pas le courage de présenter les excuses sur tous les mensonges. Alors vous venez me poser la question, est-ce que nous revenons à un ancien système? Mais moi aujourd'hui, je suis allé à l'aéroport. Personne ne m'a demandé. C'est de moi-même, par solidarité. Parce que je sais qu'il y a un chef de l'État qu'on a accusé, parce que c'est vous les journalistes qui avez véhiculé comme quoi qu'il est mourant. Il y a une information qu'il était opéré à cœur ouvert et qu'il était mourant. Vous n'avez pas l'esprit critique dans ce pays. Vous avalez tout. C'est comme ça que je vous faisais allusion, même l'histoire de la démocratie. Vous avalez tout. Tout ce qui vient de l'extérieur, parce que je sais qu'il y a une radio étrangère qui avait commencé. Apprenez nos journalistes, vous, d'avoir l'esprit critique. Parce que, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Et ce n'est pas ce que vous voyez. Ouais. C'est ça, vous, les journalistes. Moi, je parle parce que je fais partie aussi de l'organe de la presse. J'ai comme une chaîne de télévision. Oui. OK. Alors là, même chez moi, je dresse l'inventaire, je dresse la discipline pour que nous ne puissions pas tromper le peuple. Imaginez-vous les efforts qu'on avait conjugués. Les gens qui sont restés sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, pendant au moins 3 jours, à mentir au peuple congolais. Les efforts là, s'ils avaient mis ça pour le développement de ce pays, où serait le pays aujourd'hui? Donc bref, je crois que j'ai un œuf sur la langue, je ne peux même pas répondre à cette question parce qu'il n'y a eu aucune mobilisation. Spontanément, les gens sont allés à l'aéroport, accueillir leur chef et pour faire un démenti. Hein? Parce que vous avez vu, même quand il est descendu, il était obligé même d'aller visiter les victimes de tout ce qui passait de l'autre côté. Oui, moi-même, le jour-là, j'étais à la résidence du chef de l'État. J'étais peut-être à 5 ou 6. Pour le saluer, souhaiter bienvenue. Et après, nous nous sommes séparés. On s'est séparés sur... bon, il n'y avait pas de champagne, mais on avait bu de l'eau. Hein? Il n'y avait pas de champagne, oui, comme vous l'avez dit. Alors, vous êtes trop proche du chef de l'État aujourd'hui, on doit le dire, puisque vous venez à dire que vous étiez au nombre de 5, vous êtes trop proche du chef de l'État. Je ne suis pas trop proche du chef de l'État. Je crois que je représente, au niveau de l'Union sacrée, j'ai 52 députés. Ce qui fait que je suis parti ici par la première fois sur la deuxième fois de l'Union sacrée. Je ne suis pas proche du chef de l'État, je suis son collaborateur aujourd'hui au niveau de l'Union sacrée et je suis parmi les gens qui ont suivi sa vision et je suis là pour pouvoir matérialiser sa vision. Je ne suis pas son ami, je ne suis pas proche de lui, mais je suis son collaborateur et j'ai accompli mon devoir. Et il est de mon devoir également, quand un chef de l'État, ce n'est pas votre chef de l'État? Si, il est le président de la République. Ah. Et vous n'êtes pas parti à l'aéroport? Je faisais mon travail en tant que journaliste. Lequel? De prendre les images, de former la population. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez dit quand il est arrivé? Parce que vous faisiez votre effort. Mais là, vous nous posez des questions. Ah oui, non, parce que vous dites que vous êtes resté pour raconter le mensonge ou pour dire la réalité. Nos chers amis, voilà le mensonge qu'on a véhiculé pendant 4 jours, 5 jours. Voilà, l'homme arrive, souriant comme d'habitude, et accompagné de notre première dame, et que le président est arrivé en bonne santé.
Non, le plus important pour la population, c'était de voir le chef de l'État être là en forme. S'il y a eu des racontars de gauche à droite, oui, mais tout le monde était content de voir que le pays est dirigé par un monsieur qui est responsable et qui revient en bonne santé. C'était le plus important. Merci, là au moins vous avez fait votre devoir. Mais corrigez-nous, Lek Nanga. Vraiment, le pays est si malade, malade. Comme lui-même avait dit. Parlons un peu de la province du Sankuru, votre province, où vous avez l'œil bien regardant là-dessus. Cette province-là a du mal à se développer. C'est dû à quoi? Bon, je retiens difficilement mes larmes quand je parle de ma province. Une chose est vraie et que me dissocier de mes frères et sœurs, ce serait vraiment mentir. Je crois que la responsabilité nous incombe. Et ce n'est pas sur le plateau de la télévision que je vais étaler tout ce qui se passe chez nous. Il y a l'indiscipline, l'impunité, l'insécurité, je l'ai cessé de le dire. Mais une chose est vraie, comme je vous l'ai dit, nous voulons avoir des institutions fortes. Et demain, avoir un gouverneur fort. Pas un gouverneur qui est pendu sur la ceinture d'un député national ou d'un sénateur ou d'un ministre. Non, un gouverneur dit, mon frère, moi je suis gouverneur du Kasaï, oriental, Bujimaï. Bujimaï, c'est la plus difficile de province. Est-ce que vous pouvez vous souvenir, pour rafraîchir votre mémoire, Bujimaï a fait plus de décennies sans utiliser l'argent que vous utilisez ici au Congo. Bujimaï avait son taux, il avait notre zone monétaire. Bujimaï, c'est une province, je vous l'avoue, s'il y a des provinces difficiles ici au Congo, Bujimaï a fait partie. Mais pour la résistance, vous collaborez avec tout le monde. Bujimaï, à un certain moment, s'est sacrifié pour rester en autarcie, pour booster la révolution et la libération de son pays. Et celui qui vous parle, c'est un serviteur de Bujimaï, parce qu'à l'époque, il n'y avait que la MIBA, c'est l'unique société qui est opérationnelle. Vous savez bien tout ce que j'ai dû payer, le fait d'être à la MIBA. Je ne vais pas évoquer ça ici. C'est l'unique société qui fonctionnait. C'est avec cet argent qu'on paye les fonctionnaires. C'est avec ça que nous nous sommes défendus. Et nous avons défendu l'intégrité territoriale de notre pays. Donc bref, je vous l'avoue que la situation n'est pas facile. Nous espérons que ça va... Alors, c'est pour vous dire que le Sankuru, nous, les enfants du Sankuru, nous devons nous regarder dans les yeux. C'est pardonner mutuellement. Je n'ai jamais cessé d'exhorter, de demander à mes frères de connaître Dieu. Nous vivons, c'est comme si un jour on ne va pas mourir. Nous vivons, c'est comme si nous étions dans la jungle. Parce que ce qui se passe au Sankuru, moi à l'époque, je préfère qu'on me fasse partir. Parce que quand vous êtes à l'administrateur du territoire et que je donne des instructions, je comprends. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'élection. On était nommés. C'est là où je viens. Pour que cette anarchie cesse, il faut revenir sur l'ancien système de Mobutu. De nommer les non-originaires dans les différentes provinces, où on les laisse être élus, mais par après que le chef de l'État nomme et les désigne dans les différentes provinces. L'histoire de laisser les originaires dans les provinces, on ne résoudra jamais le problème. Si on va les résoudre, ce n'est pas pour demain. Et de deux, l'impunité. Le trafic d'influence. On doit influencer le ministre, on doit influencer l'administrateur du territoire, on doit influencer le gouverneur. S'il est haï, ben tiens, fais ceci pour que tu puisses maintenir. Je crois que ça doit être déraciné. Et puis avoir vraiment la vraie territoriale. La vraie territoriale. Parce que sans la territoriale, c'est la colonne vertébrale de notre pays. Et là, vous pouvez vous avouer que nous allons vouer à un échec. Donc, je vous l'avoue, sincèrement, pour le cas de Loudia, vraiment, je demande à nos frères de nous pardonner mutuellement. Les gens qui sentent qu'ils sont responsables, parce qu'ils n'avouent jamais, il faut qu'on se pardonne mutuellement, qu'on laisse, ça fait la honte quand on se dit, nous sommes du Sankuru. Nous nous connaissons, nous savons d'où ça vient, nous savons qui est responsable, qui sont responsables. C'est peut-être nous tous. Et moi, je suis modeste,
je dis, nous devons aider notre pays à aller de l'avant, et surtout notre pauvre province. C'est une province qui enveloppe une richesse énorme. Nous avons tout, les diamants, l'or, presque tous les minéraux du Congo, nous les avons. Et pourquoi on freine? Si nous aimons, si nous sommes vraiment des Lodja, moi je parle maintenant du cas des Lodja, si je suis vraiment des Lodja, mais je ne peux pas accepter que cette population souffre comme ça. L'érosion qui va couper maintenant Lodja à deux. Et ça fait combien de temps? Plus de 20 ans. On a cessé de le répéter. Mais je crois que cette fois-ci, même le chef de l'État qui n'a pas eu l'occasion de visiter cette érosion, j'exhorte vraiment le gouvernement, le chef de l'État, surtout le ministre, mon jeune frère des infrastructures, de pouvoir réduire son problème, parce que ça fait la honte, surtout nous, les intellectuels. Ou même aujourd'hui, nous avons un vice-premier ministre de l'Intérieur, un vice-premier ministre des Affaires étrangères, 2 postes de souveraineté. Que ces gens-là nous aident, et nous, les acteurs politiques, dans notre champ de bataille, que nous puissions également travailler de concert pour qu'on puisse résoudre ce problème. Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement provincial, puisque bientôt ils vont élire un nouveau gouverneur? Non, le cas du Sankourou est exceptionnel avec d'autres provinces, mais maintenant avec d'autres provinces on aura de nouveaux gouverneurs. Oui. Mais le cas du Sankourou, je vous l'avoue, et d'ailleurs, j'aurais même voulu, si ce ne dépendait que de moi, si ce n'est pas le système dont je viens d'évoquer ici, de nommer même les commissaires spéciaux, non originaires. Et vous allez voir comment les choses vont avancer. Parce que les gens là sont aux acquis, dans leur calcul, que tel passe, je vais l'influencer demain. Nos députés provinciaux qui sont dans nos responsabilités, non, nous devons vraiment faire attention et avoir d'autres suggestions pour voir dans certaines provinces s'il n'y a pas moyen d'appliquer d'autres mesures conséquentes afin d'aider et de booster à l'économie de ces provinces. Voilà, nous avons parlé de la province du Sankourou, on parle un peu sport cette fois-là et nous allons peut-être glisser moins à Lingala. Je crois qu'avec le sport, ça va nous détendre parce que là, au moins nous sommes unanimes. Voilà, et le parc de la RDC joue déjà ce vendredi. Vous êtes un grand sportif, il n'y a même plus à vous présenter. Est-ce que ça vous dérange aujourd'hui qu'Elie a été, comme disent les Kinois, Falakaya et comme il dit so, empoisonné? Quelle chance donnez-vous aujourd'hui au Léopard de la RDC? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme je vous l'ai dit, mon grand souhait, c'est de voir Léopard gagner. Quand bien même, je n'ai pas suivi les préparatifs et même le staff technique. Mais mon souhait aujourd'hui, compte tenu des individualités, de l'esprit d'équipe, l'amour du patrie, et je crois que les ingrédients sont bien réunis pour que nous puissions avoir le repas bien attendu depuis longtemps ce vendredi au stade de Martyr. Et ma petite expérience, c'est que sur le plan psychologique, c'est ça qui joue plus. Vous pouvez être physiquement fort, vous pouvez être physiquement, moralement fort, vous pouvez bien manger, bien vous entraîner, avoir un staff technique et la psychologie d'un acteur, d'un joueur vaut plus que tout. Parce que j'ai quand même une petite expérience le jour où j'avais conduit le Léopard à Dakar, à la Coupe d'Afrique et à Libreville. Vous étiez encore dans le prétend de votre vie, mais là, nous avons été tabassés à plat de coutume quand nous avons ramené la qualification ici. Et je me rappelle encore une fois, là, c'est Kalala, le fait Kalala, qui fut entraîneur, et Santos Moutoubile, qui fut joueur. À l'époque, il était très, très, très fort. Mais Moutoubile est arrivé un jour avant que nous ayons à Libreville. Et moi, j'avais pris la décision, comme il ne s'était pas entraîné avec les autres, j'ai dit, j'ai pris la décision d'autorité qu'il ne va pas jouer. J'étais le chef de la délégation, ensemble avec Kalala. Les gens racontaient, il était au banc, nous avons gagné, et par après, Santos qui m'attend, il est encore vivant. Je crois qu'il est encore vivant. Oui, il est encore vivant. Il va vous le dire, nous sommes partis à Libreville. Et là où j'ai salué également, Kabongongoy, à l'époque où aussi il brillait. Il brillait, oui. Et j'ai amené l'équipe nationale à Libreville sans argent, sans frais de mission. Comme d'hab. Maintenant, au moins, ça a changé. Et arrivé là-bas, c'est fameux Ngoy, c'est celui que je viens de citer le nom, Kabong. Ah, il était encore professionnel avec son chèque que nous avons pu payer les joueurs.
pour qu'il soit remboursé. J'espère qu'il avait déjà eu, mais là au moins j'avais salué. C'est comme ça que quand je fus gouverneur au Conseil oriental, j'avais pris Kabongo comme mon conseiller sportif. Non seulement parce qu'il est frère, mais l'acte qu'il avait posé à Libreville et qui a ramené la coupe, la qualification au Congo, j'ai dit voilà, il faut des patriotes comme ça. Sans oublier mon grand frère Lito, hein, Bethel, qui est déjà parti, que son âme réponse à paix. Et voilà, ce sont des acteurs que je ne cesse pas de féliciter. Et c'est son comportement qu'ils exhortent à mes frères sportifs d'afficher ce vendredi. Le score serait combien? Pardon? La RDC pourrait gagner par quel score? Non, je ne suis pas dans le score, moi. Je ne suis pas trop fort dans le score. Mais une chose est vraie et que nous allons gagner. Avec un score conséquent. Merci beaucoup à vous, l'ambassadeur, d'avoir répondu à notre invitation. Je peux placer un petit mot pour les Imaniens. Oui. Bana Maître Toro, Bana Papa Mukamba, Bana Jean-Charles Okoto, Nako Sengabino, pour que vendredi, Batunios ben un stade, pour le stade, Boyeminique to le stade, ba voisin, nayebi que lobby vendredi wana nayebi batu à Moscou ne bosala kamakamu. C'est-à-dire dans la prière. Boyebi bien. Et là qu'on appelle sa cabine sur le côté dans stade. Bana imana, ezali o bénite. O ezalakata nini ata nini. O ya Seigneur des seigneurs, le roi des rois. On appelle sa cabine bosali prière. Yango de paix sa cabine victoire. Toti kaba croyance ya bakisi, toti kama kambo ya pamba, surtout problème au toze lango na Congo ezali nde vita kolinga imana pola, imana kolinga vita pola, vita kolinga mazemba pola, mais ce qui entre biso toi ko bunda parce que ezali esprit ya kiboba ya babal, mais ce que tu es ba paya, ce qui équipe na biso national to commune étape oyo toti kabangunungu entre biso, to bosse na makamuna biso, biso nyonso, tozela derrière Papa Félix Tshisekedi na équipe na biso pour te bima la victoire. Ezali match ya président de la République était, ezali match na gate ezali match ya Congo. Et qui coiffe le Congo aujourd'hui, c'est Félix. C'est Maboko, to beta match malamu, auto sepela. Merci beaucoup, c'est par ce message que nous mettons fin à cette émission Global Politique. On est tous Congolais, nous le sommes et c'est l'unique pays que nous avons, que nous devons défendre. Soutenons tous les léopards déjà pour ce vendredi, afin que la qualification soit effective. Enfin, on pourrait se dire Qatar 2022 avec les léopards. Un grand merci à notre invité, l'ambassadeur Charles Okoto, d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, merci à vous et merci à toute l'équipe technique. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur votre chaîne Congo France Télévision.